Alors, on reprend ce troisième cours maintenant de IC 01. Avant de rentrer dans la matière du cours d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier de prendre des notes et de relever régulièrement le timecode au moment où vous prenez les notes. Cela vous facilitera ensuite le report de vos notes que vous relirez en les qualifiant au moyen des métacatégories suivantes dont j'ai déjà parlé et en vue de les mettre sur la plateforme ligne de temps que voici, qui était adaptée pour donc servir précisément de synchronisation des notes qui ont été prises, de partage des notes par l'ensemble des étudiants de l'UV. Nous avons fait ça déjà 2 reprises avec un cours de philosophie de pharmacon.fr et un cours à l'école de management de Grenoble, l'école de commerce de Grenoble. Ceci ayant été rappelé, on va reprendre la suite du cours. J'ai dit troisième, c'est le deuxième cours, excusez-moi. Il y a 2 millions d'années se produit ce que André Leroi-Gourhan, je mets le nom en toutes lettres afin que vous ne commettiez pas de faute d'orthographe, parce que je trouve régulièrement des Y dans Leroi-Gourhan, ou des Gourhan sans H. Donc, il y a 2 millions d'années, un peu plus de 2 millions d'années en fait, se produit ce qu'André Leroi-Gourhan appelle, dans un livre qui s'appelle Le geste et la parole, le processus d'extériorisation. Processus d'extériorisation qui signifie que l'horizon organique ou organologique plutôt, les organes de l'être humain se prolongent en dehors du corps humain et sous la forme d'artefacts. En particulier à l'origine de l'hominisation, des artefacts qui consistent en silex taillé. Sur ce graphique, André Leroi-Gourhan compare sur une période qui fait plus de 2 millions d'années l'évolution de la capacité cérébrale des hominidés qui au début ont un cerveau 2 fois moins important que le nôtre, 500 cm3 comme vous voyez ici, à la longueur de tranchant de silex produit par kilo. C'est-à-dire combien est-ce qu'avec 1 kg de silex on est capable de produire de centimètres de tranchant, ce qui est indiqué là. Alors, ce que rend évident ce graphique, c'est qu'il y a une optimisation qui s'opère progressivement, qui montre aussi que le rapport entre l'évolution des capacités cérébrales et l'évolution des capacités techniques est directement corrélé. À partir d'une certaine période, il n'y aura plus cette corrélation. C'est la période du néandertalien, puisque à partir du néandertalien, les capacités cérébrales n'augmenteront plus, et même elles diminueront un peu. Mais en revanche, l'explosion de la diversité technique, non seulement les tranchants de silex, mais toutes sortes d'autres outils, se produira, c'est-à-dire qu'on entrera dans une énorme différenciation des outils taillés et plus généralement des instruments artificiels, des organes artificiels de l'être humain. Donc, Leroi-Gourhan appelle ça le processus d'extériorisation. En fait, ce terme d'extériorisation n'est pas tout à fait satisfaisant. Si on le prend au pied de la lettre, en tout cas, il suppose que ce qui est extériorisé était avant d'être extériorisé à l'intérieur. Et ce n'est évidemment pas le cas. Les silex taillés n'étaient pas d'abord à l'intérieur de l'être humain. Ils sont apparus par une interaction entre l'homme et la matière pour faire apparaître des organes qui n'existaient pas avant. Et ça n'est donc pas une extériorisation à proprement parler, ou pour le dire autrement, on ne peut pas dire que l'homme invente la technique, on pourrait dire que tout à l'inverse, la technique invente l'homme, ou plus exactement, il faut concevoir cela comme un processus de co-invention et de co-détermination de l'homme et de la technique. L'homme n'est homme que dans la mesure où il se met hors de lui,
dans ces prothèses. Et avant ce processus d'extériorisation de la vie, qui est ce qu'un grand philosophe et médecin, Georges Canguilhem, a appelé la vie technique, la technicisation de la vie, avant cela, l'homme n'existe pas. C'est pour ça que je dis que c'est moins l'homme qui a inventé la technique que la technique qui a inventé une nouvelle forme de vie, qui a constitué une nouvelle forme de vie, qui est la vie de celui qu'on appelle l'homme. L'homme constitue, de ce point de vue-là, un nouveau stade de l'histoire de la vie. L'homme est un être sans qualité à sa naissance. Toutes les qualités qu'il va avoir, il va devoir les acquérir. C'est ce que dit le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. Ici, on voit Prométhée avec son marteau, ici on voit Épiméthée, ici on voit Hermès. On verra tout à l'heure, dans un instant, pourquoi Hermès est là. Le mythe de Prométhée et d'Épiméthée parle d'une certaine manière du processus d'extériorisation au sens de Leroi-Gourhan, mais dans le langage propre de la Grèce antique et de la Grèce mythologique, c'est un mythe. Et selon ce mythe, l'homme est le fruit d'un oubli. Épiméthée, qui est le titan, Épiméthée c'est le frère jumeau de Prométhée, qui était le titan chargé avec Prométhée par Zeus de façonner les êtres vivants, pas simplement les hommes, tous ceux qui sont des non-immortels, qui ne sont pas des dieux, c'est-à-dire ceux qui sont vivants mais qui sont voués à la disparition. Je ne dis pas la mort parce que la mort est, je crois, le propre des mortels, c'est-à-dire de ceux qui savent qu'ils vont mourir et qui vivent essentiellement pour différer le moment de leur mort. Épiméthée donc, titan chargé par Zeus avec son frère Prométhée de façonner les êtres vivants, a oublié de garder à l'homme une qualité spécifique. C'est ça que raconte le mythe que vous pourrez lire en vous mettant en pause sur l'enregistrement. Épiméthée avait doté chaque espèce animale d'un avantage, en grec dynaméis, d'une puissance, qui lui permettait à cette espèce de survivre dans une relation avec les autres espèces qui est typique de ce qu'aujourd'hui nous appelons un équilibre écologique. C'est-à-dire que par exemple face à un fauve prédateur qui court très vite, je peux donner à la gazelle la capacité de courir plus vite que lui. Ça c'est un avantage dans la lutte pour la vie, disons. L'homme, lui, et dit le mythe, parce que Épiméthée a oublié de lui garder une qualité, il a distribué toutes les qualités à toutes les autres espèces, et l'homme est privé d'un attribut de ce genre. Et du coup, le frère d'Épiméthée, Prométhée, est obligé d'aller dérober le feu chez les Olympiens, c'est-à-dire chez Zeus, chez Héphaïstos, chez Athéna, pour le donner aux hommes, et de le donner aux hommes sous la forme d'un savoir technique. Le feu symbolise, chez les Grecs, le savoir technique, et en particulier le savoir du forgeron. Héphaïstos, on l'appelle aussi le dieu forgeron. C'est le feu, comme savoir technique, qui permettra aux hommes de suppléer leurs défauts de qualité et de se produire des prothèses qui, en réalité, sont aussi des imitations d'autres attributs, des attributs des autres êtres vivants. Prométhée sera puni pour cela, vous le savez, tout le monde a entendu parler du rocher de Prométhée, il le paiera très cher. Il sera condamné par Zeus à voir son foie manger toutes les nuits par un vautour, foie qui repousse tous les jours et qui donc sera condamné jusqu'à la fin de ses jours, et il n'y aura pas de fin de ses jours puisque c'est un dieu, donc il est immortel, à souffrir le martyre de se faire manger le foie par un vautour ou par un aigle, ça dépend des versions. Je vous signale en passant que se faire manger le foie par un vautour, c'est une sorte d'allégorie de la mélancolie. Les grands mélancoliques, ce sont des gens qui ont toujours mal au foie. Ça, c'est ce que savent les Grecs depuis longtemps. Les hommes aussi vont payer très cher le vol du feu par Prométhée. Ce n'est pas que Prométhée qui va le payer cher. Ils vont le payer cher parce que ces prothèses ne sont que des artifices.
Et les qualités artificielles dont se dotent les hommes à travers la technique, eh bien, elles suscitent entre eux la guerre permanente, puisqu'ils n'ont pas de destin, ils ne sont pas destinés comme les vaches à ruminer de l'herbe, comme les lions à manger des gazelles et à courir très vite. En fait, ils doivent sans arrêt décider eux-mêmes de leur destin. Et évidemment, ils ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi adopter telle prothèse plutôt que telle autre? Pourquoi pratiquer telle prothèse comme ceci plutôt que comme cela? Pourquoi du même coup organiser la communauté des hommes de telle manière plutôt que de telle autre manière? Les groupes animaux, eux, sont organisés de manière stable, d'emblée, et en fonction de leur qualité spécifique, qui est tout aussi stable et qui est stabilisée par ce qu'on appelle aujourd'hui leur patrimoine génétique. Les hommes, eux, voient l'unité de leur groupe sans cesse remise en cause par l'adoption des nouvelles prothèses. C'est ce qui se passera, par exemple, on le verra, avec l'apparition de l'imprimerie qui fera exploser la papauté en Europe occidentale au XVe, XVIe siècle. N'ayant pas de qualité donnée, les hommes ne sont pas prédestinés à être ce qu'ils sont. Leur destin est entre leurs mains, pour le dire autrement. Mais comment juger de ce qui est juste? C'est à cette question qu'ouvre finalement le mythe de Prométhée et d'Épiméthée. S'apercevant que les hommes qui sont dotés maintenant d'artifices, de prothèses, et non d'une qualité qui leur serait donnée, qui se donnent des qualités à travers leurs prothèses, finalement n'arrêtent pas de se faire la guerre et d'être en désaccord permanent avec eux, Zeus envoie Hermès parmi les hommes pour leur porter ce que le mythe appelle le sentiment de justice, dikē, et le sentiment éthique, aido. Aido, on peut le traduire par la honte, le sentiment de la honte. Et dikē, on peut le traduire par justice, mais aussi par le sentiment de l'injustice. Zeus dit à Hermès, mets en eux ces sentiments, ces deux sentiments, pour leur éviter de s'auto-détruire, de s'entre-détruire. Et Protagoras, qui est le sophiste qui raconte ce mythe, dans le dialogue qui porte son nom, dialogue de Platon qui porte son nom, Protagoras dit, c'est ainsi qu'est née la politique. Alors ça, c'est une version antique, grecque, tragique, pour moi, de ce que finalement, bien plus tard, André Leroi-Gourhan va en quelque sorte décrire en s'appuyant sur des documents archéologiques, c'est-à-dire de manière scientifique. Et il va nous dire que l'homme et la technique forment un complexe, qu'ils sont inséparables, que la technique n'est pas du tout ce qui détruit l'homme, puisque c'est ce qui constitue l'homme. Mais en même temps, la technique est ce qui peut sans arrêt destituer l'homme. L'homme s'invente dans la technique, et la technique s'invente dans l'homme. Ici, ce que vous voyez, c'est un cerveau de macaque et une main de macaque. Et ça, c'est un cerveau d'être humain et une main d'être humain. Pourquoi est-ce que je vous montre le rapport entre la main et le cerveau? C'est parce que c'est à partir de la libération de la main du macaque qui lui sert toujours à courir. Le macaque court à 4 pattes, même s'il sait marcher sur 2 pattes. Qui, chez l'homme, va devenir un véritable bipède et va faire que la main va être dédiée à la fabrication des objets. C'est l'articulation entre la main qui fabrique des objets et le cerveau de l'être humain qui va donner la technique et qui fait que le rapport homme-technique est originaire dans la constitution de l'humanité en tant que telle. Ce couple homme-technique est un processus où la vie négocie sans arrêt, à travers l'homme, avec le non-vivant, qui est l'objet technique, puisque l'objet technique n'est pas vivant. Et elle négocie avec le non-vivant en organisant le non-vivant. C'est-à-dire de telle manière que l'organisation du non-vivant fasse système, et ce dont il résulte que ce système, qu'on va appeler le système technique, a des lois internes de développement, dont nous verrons plus tard dans un autre cours, où je commenterai les travaux d'un historien, Bertrand Gilles, qu'un système technique est constitué par une solidarité fonctionnelle des organes qui le constituent, et que cette solidarité fonctionnelle
constitue, nous le verrons tout à fait à la fin de ce cours, ce que Gilbert Simondon décrit comme un processus d'individuation. Et moi je dis que c'est un processus d'individuation de la technique, sous la forme d'un système technique. Homme et technique constituent les termes de ce que Gilbert Simondon appelait une relation transductive. Une relation transductive, c'est une relation qui constitue ces termes, ce qui signifie qu'un terme de la relation n'existe pas en dehors de la relation, autrement dit, n'existe pas sans l'autre terme. Il est constitué par l'autre terme de la relation. Donc les rapports entre hommes et technique sont transductifs, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'homme sans technique, il n'existe pas de technique sans homme. Et la conséquence très importante de cela, à mes yeux, car il y a évidemment certainement toutes sortes de savants aujourd'hui qui ne seraient pas d'accord avec ce que je vais vous dire maintenant, c'est que à partir du moment où s'amorce le processus d'extériorisation, un être nouveau apparaît, un être vivant nouveau, qui se caractérise par le fait qu'il s'émancipe progressivement de ce que depuis Darwin on appelle la pression de sélection, autrement dit les conséquences de la lutte pour la vie. Il s'en émancipe à un point tellement important qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Stephen Hawking, le physicien bien connu, ne peut vivre qu'entouré de ses prothèses. Il souffre d'un handicap extrêmement violent qui l'a privé de la parole, de la capacité de se déplacer, enfin de pratiquement toutes les fonctions sensorimotrices et psychomotrices qui caractérisent un être humain. Il est bien évident que Stephen Hawking, s'il était exposé à la pression de sélection darwinienne, disparaîtrait en 24 heures. Eh bien, Stephen Hawking est tout à fait vivant, et non seulement ça, mais il est considéré comme un des physiciens les plus importants actuellement. Ça, c'est pas forcément exactement mon point de vue, mais en tout cas, c'est un point de vue qui s'est imposé. Il est professeur à Cambridge, et il est donc extrêmement présent dans la société humaine. L'homme s'émancipe de la pression de sélection. Il s'émancipe de la pression de sélection en plaçant les critères de sa puissance hors de son propre corps, ce qui veut dire hors de son enveloppe génétique, développant pour survivre des objets techniques sans cesse nouveaux à travers lesquels la vie se poursuit dans de nouvelles conditions et par d'autres moyens que la vie. Quand je dis que la vie se poursuit dans d'autres conditions, ce que vous voyez là, c'est une diversification de la production lithique des hommes préhistoriques. Et cette diversification d'organes, parce que ce sont des organes vitaux, non pas vivants mais vitaux pour les êtres humains, eh bien, elle poursuit le buissonnement, la diversification, en quoi consiste la vie depuis Darwin. Darwin a montré que le buissonnement, comme on l'appelle, du vivant, le buisson de la vie, qui forme des espèces d'arbres généalogiques de différenciation d'espèces à partir d'une cellule originelle, qui ne cesse de se différencier, donc de produire, appelons ça de la négantropie, de la diversification, eh bien, c'est ce qui, à partir de l'homme de Néandertal, se poursuit en dehors du vivant. Là, ce que je vous montre, c'est une représentation non darwinienne, enfin non strictement darwinienne. Elle n'est pas anti-darwinienne, mais elle n'est pas strictement darwinienne. Cette représentation de la vie, telle qu'on la voit ici, c'est celle de ce qu'on appelle le cladisme, qui est une approche qui a été beaucoup développée dans la biologie contemporaine ou dans la zoologie contemporaine par Stephen Jay Gould, et qui pose que, en fait, la vie se différencie par localité. Mais je ne vais pas développer ce point, ce n'est pas le sujet de ce cours et je n'en ai pas le temps. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que, y compris à ce stade le plus récent de la théorie biologique, appelons-la post-darwinienne, elle n'invalide pas le point de vue darwinien, mais elle le complexifie un peu, donc cette théorie dite cladiste, on voit bien que la vie est une forme de buissonnement.
Mais ce buissonnement à travers les êtres humains se poursuit, mais pas à travers des êtres vivants, mais il se poursuit à travers des organes artificiels. À partir de l'extériorisation, donc, le processus de différenciation vitale qui avait été mis en évidence d'abord par Lamarck, puis ensuite par Darwin, et depuis par bien d'autres, se poursuit non seulement par la différenciation des êtres vivants, mais par la différenciation fonctionnelle des objets techniques et des organisations sociales qu'ils permettent de constituer. Ce qui donne lieu à une énorme diversité de cultures sur l'ensemble de la planète habitée par les êtres humains. Alors, voilà, la première question que je voulais introduire, c'est l'extériorisation de la vie qui conduit en fait à une extériorisation de la mémoire, comme on va le voir maintenant. Pour faire le lien tout de suite avec le thème central de cette UV, qui est les industries culturelles et les médias numériques, il est important de bien voir que, par exemple, ce qu'on appelle les médias numériques constituent bien entendu de la mémoire externe industrialisée. C'est-à-dire que ce processus d'extériorisation de la mémoire s'est poursuivi à un point extrêmement important. Mais si je souligne l'existence des industries culturelles et des médias numériques aujourd'hui, au moment où je parle de cette extériorisation, c'est pour bien vous faire comprendre que c'est durant la préhistoire, c'est dès le début de la préhistoire, c'est dès le début de l'hominisation, que ce qui rend possible l'extériorisation de la mémoire, par exemple dans un data center comme celui-là, trouve son origine. Si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les industries des data, comme on les appelle, il faut étudier la préhistoire, sinon on ne comprend pas. On ne peut pas rester dans le simple cadre, par exemple, du darwinisme. Il faut remettre en cause, à travers cette étude de la préhistoire, les cadres traditionnels, par exemple, de la pensée de ce que c'est que le vivant et de l'homme en tant qu'être vivant. Aujourd'hui, l'inventaire des pièces détachées de l'armée américaine comporte des centaines de millions de types d'objets différents, de types d'objets techniques différents. Ça signifie que la différenciation des objets techniques qui constituent l'inventaire de l'armée américaine est à une échelle de différenciation comparable aux insectes et aux formes de vie les plus diversifiées. Dieu sait s'il y a de très grandes quantités d'espèces différentes d'insectes. Ne serait-ce que le nombre de fourmis ou d'hyménoptères qu'il y a sur la planète est considérable, mais aujourd'hui, cette différenciation, cette diversification technologique tend à devenir plus grande que la diversification biologique, tout en faisant d'ailleurs disparaître des espèces. Donc nous sommes en train de vivre quelque chose ici de tout à fait singulier, mais ce que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle d'une manière massive, et d'ailleurs assez angoissante, pour beaucoup de gens, y compris moi, ça n'est que la conséquence de ce que le roi Gourand met en évidence à partir de 1964 dans le livre qui s'appelle Le geste et la parole, et que je vous recommande vraiment de lire les 2 tomes, car c'est un ouvrage absolument fondamental pour comprendre ces questions. Depuis la révolution industrielle, depuis 250 ans à peu près, la prolifération des objets techniques est devenue comparable en diversité à celle des espèces animales. Avec l'homme, donc, l'être vivant cesse de se différencier au plan vital. À partir de l'époque de Néandertal, grosso modo, l'homme est à peu près biologiquement stabilisé. L'homme de Néandertal n'est pas essentiellement différent de nous. Il y a des différences, on va y revenir tout à l'heure. Mais grosso modo, d'abord, il a un volume cérébral équivalent au nôtre, voire même un peu supérieur. Et il est déjà à peu près équivalent à ce qu'on appelle l'homme moderne au sens des préhistoriens. L'homme moderne au sens des préhistoriens, c'est l'homme qui est notre ancêtre. C'est un homme avec lequel nous pourrions nous reproduire. Voilà. Notre structure génétique donc semble s'être stabilisée grosso modo à l'époque de Néandertal, c'est-à-dire il y a environ 300 à 200 000 ans. Mais en revanche, entre le premier homme, disons entre le premier être vivant qui produit des silex taillés, que le roi Gourand dit être le début de l'hominisation,
il y a donc environ 3 millions d'années, un peu moins de 3 millions d'années, ou un peu plus, ça dépend des datations. Et l'homme de Néandertal, là, il y a une différenciation génétique extrêmement importante qui consiste dans ce qu'on appelle l'ouverture de l'éventail cortical. Alors ce que je montre là, c'est un crâne de chimpanzé en fait. Et ça, c'est un crâne d'homme d'aujourd'hui. Le chimpanzé étant grosso modo équivalent au premier hominidé qui apparaît, qui taille des silex il y a 3 millions d'années. Entre ce premier hominidé et l'homme de Néandertal qui a grosso modo là, à peu près la même taille et la même configuration corticale que nous, se produit donc la différenciation des aires corticales, la différenciation génétique des aires corticales. Ça, c'est notre cortex. Ça, c'est ce qui signifie que les aires du cortex préfrontal ici sont dédiées à la parole, etc. Vous voyez, si vous regardez ce fichier en détail, qui est en anglais, les différentes aires qui pilotent finalement notre langue, notre mâchoire, nos mains, nos pieds, etc., etc. Tous les êtres vivants dotés d'un système nerveux central ont un cortex de ce type-là, mais dont l'extension sur l'écorce du cerveau, c'est pour ça qu'on parle de cortex, est beaucoup plus limitée que chez l'être humain. À partir du moment où la différenciation technologique a explosé, c'est-à-dire à l'époque de Néandertal, dont voici un crâne, la différenciation génétique s'est quasiment stabilisée, et donc il y a un moment où il y a une bascule qui s'opère, il n'y a pratiquement plus d'évolution génétique, mais il y a une explosion d'évolution technologique. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je vous dis que les aires cérébrales de l'homme de Néandertal sont très très proches des nôtres, quasi équivalentes. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme de Néandertal est constitué comme nous. Vous avez ici, par exemple, des représentations qui montrent des différences physiologiques entre Néandertal et nous ou nos ancêtres. Et ces différences physiologiques ont évidemment, très certainement, aussi quelques conséquences, disons, technologiques, si je puis dire. Quoi qu'il en soit, Néandertal sait déjà fabriquer des centaines de types d'outils différents, extraordinairement évolués d'ailleurs, extraordinairement sophistiqués, si j'ose dire, très raffinés. Et à partir de Néandertal, les systèmes techniques, après Néandertal, vont commencer à durer de moins en moins longtemps. Ce que j'appelle les systèmes techniques, là, ce sont les systèmes de taille que l'on appelle le moustérien, le lavoisier, le levallois, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, tout à coup j'ai perdu le nom. Enfin, bref, ça décrit des façons de produire des silex taillés dont les durées dans le temps vont se rétrécir de plus en plus. Tout au début, la durée du premier système technique qui accompagne l'être humain à l'origine, c'est presque 1 million d'années. Aujourd'hui, un système technique, ça change absolument en permanence. Et nous verrons bientôt que ce qui va distinguer l'Égypte, la haute antiquité égyptienne, de la Grèce puis de Rome, c'est qu'on va passer de plusieurs milliers d'années dans la durée d'un système technique à plusieurs siècles, puis ensuite de plusieurs siècles à plusieurs décennies, etc. Mais ça, j'y reviendrai plus tard lorsque nous ferons le cours sur les systèmes techniques. Quoi qu'il en soit, c'est en ce sens-là, au sens où, à un moment donné, l'évolution biologique et organique de l'être humain semble se stabiliser à partir de Néandertal et où les techniques semblent se diversifier de plus en plus vite, que je dis que le processus d'extériorisation apparaît comme étant la poursuite de la vie par d'autres moyens que la vie, c'est-à-dire la différenciation par l'artificiel et non plus par le biologique. Or, s'il est vrai que le vivant sexué, c'est-à-dire les plantes, les insectes, les mammifères, etc., les poissons,
car il y a des formes de vivants qui ne sont pas sexuées. Des protozoaires ne sont pas sexués, ils se produisent par, comme on dit parfois, parthénogenèse, les paramécies par exemple. Mais s'il est vrai que le vivant sexué, qui est une forme plus élaborée que ces protozoaires, ou ces protistes, comme on les appelle aussi, qui sont des protoformes du vivant, s'il est vrai que le vivant sexué est défini par deux mémoires, ce qui a été théorisé et vulgarisé, notamment par François Jacob dans le livre qui s'appelle « La logique du vivant », à savoir une mémoire qu'on appelle génétique, la mémoire de l'espèce, aujourd'hui on appelle ça le génome, et d'autre part la mémoire que l'on appelle épigénétique, c'est la mémoire de l'individu, autrement dit sa mémoire nerveuse, la mémoire de son expérience, de ce qu'il apprend, et qu'il met en œuvre pour sa survie, mais qui n'a aucun effet sur la mémoire génétique, c'est-à-dire, autrement dit, que cette expérience qu'il a, il ne la transmet pas à sa descendance, ça ne modifie pas l'enveloppe génétique de son espèce. Avec l'homme apparaît une troisième mémoire. Une troisième mémoire qui n'est ni génétique ni épigénétique et qui résulte du processus même de l'extériorisation dans les outils. Précisons un peu ce point. Tous les animaux dits supérieurs ont une expérience individuelle qui est engrammée dans leur mémoire nerveuse, autrement dit dans leur cerveau, dans leurs synapses, et qui leur permet de s'adapter individuellement à tel ou tel environnement local. Tous les chiens n'ont pas le même comportement, tous les chiens n'ont pas le même caractère, alors ça c'est génétique le caractère, mais le comportement, il peut être modifié par l'expérience. Prenons le cas d'un renard, d'un renardeau. Prenons le cas même de deux renardeaux. Un renard peut naître en plaine ou en montagne. Qu'il naisse en plaine ou en montagne, il a la même enveloppe génétique dans les deux cas. Il a le génome d'un petit renard. Mais s'il naît en montagne, il deviendra prédateur d'un certain type d'animaux, des lapins sauvages, des lièvres, des souris, etc. S'il naît en plaine, il deviendra le prédateur des poules, des poulets et des coqs élevés par les agriculteurs, par les paysans. Et évidemment, il ne s'adaptera donc pas à son milieu de la même manière. Il n'aura pas la même expérience. Et s'il en va ainsi, c'est parce que sa plasticité cérébrale, là où se loge ce que j'appelais tout à l'heure sa mémoire nerveuse ou sa mémoire épigénétique, lui permet, parce qu'elle est plastique donc, parce qu'elle peut se modifier en fonction de son milieu, d'exploiter au mieux l'expérience qu'il a de ce milieu. Et donc d'être un renard qui est très très fort pour manger des poulets, sans se faire tuer par un coup de fusil du paysan ou se faire attraper par un piège à loup, ou bien capable de chasser en montagne, là où par exemple il y a des loups qui sont des concurrents et voire des prédateurs pour lui. C'est parce qu'il y a une plasticité cérébrale de ce qu'on appelle la mémoire nerveuse qu'il est aussi capable de dresser. Un renard, c'est pas facile, mais on y arrive. J'ai connu quelqu'un qui avait un fennec, c'est un renard du désert, le fennec. Et c'est pour ça que le loup a pu se transformer en chien, c'est-à-dire devenir un animal domestique. Quoi qu'il en soit, le renard ou la renarde sont incapables de transmettre leur expérience du milieu à leurs petits. Et c'est pourquoi cette expérience qu'ils ont du milieu ne deviendra jamais une connaissance de leur milieu. La connaissance, c'est ce qui se transmet de génération en génération. Il n'y a pas de cumulativité de l'expérience individuelle chez les animaux. Et il en va ainsi parce que les espèces n'héritant pas de l'expérience des individus qui les composent, c'est au contraire la possibilité de transmettre l'expérience individuelle que rend possible le processus d'extériorisation. S'il n'y a pas de cumulativité chez les animaux,
au contraire, l'extériorisation rend possible cette cumulativité chez les êtres humains. C'est ce que j'appelle cette troisième mémoire. Comme le montre Gerald Moore, qui est un philosophe anglais avec qui je travaille maintenant, ce que je vous dis là est à l'arrière-plan de ce livre de Kim Sterelny, The Evolved Apprentice, How Evolution Made Humans Unique. Et c'est ce qui constitue l'apparition de ce qu'on appelle la culture. À partir de l'être dit humain, c'est-à-dire à partir de l'être qui se développe par la production d'outils, qui se dote d'organes sans arrêt nouveaux, qui constitue ce que j'appelle l'organogenèse de l'être humain, quelque chose de très important se produit. À savoir que l'essentiel de l'expérience individuelle va se concentrer précisément dans le rapport à l'outil et dans l'outil lui-même, et va devenir l'essentiel de la question de la survie de l'individu comme du groupe. Ce qui signifie que l'outil va devenir l'organe de prédation et de défense. Ça veut dire que l'organe de prédation et de défense est un organe artificiel, qui n'est donc plus du tout produit par la dynamique biologique, et donc qui ne peut pas relever du darwinisme. La survie de l'espèce est liée à la capacité du groupe et des individus qui composent ce groupe à produire des organes, des outils qui vont constituer l'expérience de la survie et de la mort. Sachant que l'outil peut être un outil guerrier, mais aussi un outil de travail. Et ce que je décris là, c'est en fait aussi l'apparition du travail. Aucun renard ou aucun animal ne travaille à produire ses organes. L'apparition du travail, c'est l'apparition de la production organogénétique des outils. Or, du fait que cet outil est une extériorisation de la vie dans un organe qui n'est pas vivant lui-même, lorsque le tailleur d'outils meurt, l'expérience individuelle conservée dans sa mémoire nerveuse trépasse avec lui, bien sûr, comme dans le cas du renard, mais son outil restant, la trace de son expérience, ou une partie de cette expérience, demeure dans l'outil. Ce qui veut dire que l'outil devient une surface de mémoire collective. Et en récupérant son outil, son descendant hérite d'une partie de l'expérience de son ascendant. Ça veut dire que la technique est avant tout une mémoire. Et c'est pour cette raison que l'on conserve dans des musées les objets techniques qui forment cette troisième mémoire. Si vous allez au musée de l'homme à Paris, vous y découvrirez toute l'histoire préhistorique et ethnographique de l'évolution des outils depuis quasiment l'origine de l'humanité. Ça s'arrête au néolithique, puisqu'ensuite ce sont les musées de l'Antiquité, puis les musées de l'époque historique qui prennent le relais. Et là, on n'y trouve pas toutes sortes d'objets techniques, on y trouve surtout des œuvres d'art et des œuvres de la vie de l'esprit. Cette mémoire, cette troisième mémoire que l'on trouve donc pour ses couches les plus anciennes dans les musées, elle n'est ni génétique, ni épigénétique. Elle est, je l'ai appelée, une mémoire épiphylogénétique. Étant le fruit d'une expérience, elle est d'origine épigénétique, comme on dit, c'est-à-dire le fruit de la mémoire nerveuse de l'individu. Mais parce que cette expérience épigénétique et individuelle est accumulée et transmise de génération en génération, elle constitue un phylum, comme on dit, c'est-à-dire une phylogenèse. Et c'est pour ça que je l'ai appelée l'épiphylogenèse. L'épiphylogenèse est à la fois épigénétique et phylogénétique. Et ça veut dire que la mémoire technique rend possible une transmission et un héritage, un phylum qui ouvre la possibilité d'une culture. Ceci commence il y a 3 millions d'années environ. Je ne suis pas en train de dire qu'un silex taillé est fait pour garder la mémoire. Un silex taillé est fait pour découper de la viande, découper du bois, travailler toutes sortes de matériaux. Mais il garde la mémoire de fait.
cependant, il garde une mémoire sensorimotrice et non pas une mémoire que j'appellerais à proprement parler mentale. Ce n'est qu'à partir du Paléolithique supérieur, dont voici une des grottes, c'est la grotte de Lascaux, que se produit une extériorisation des contenus mentaux qui fait que tout à coup les supports techniques nous permettent de voir ce que voyaient les gens, par exemple, qui ont peint ces vaches et ces animaux sur le plafond de cette grotte. C'est aussi au Paléolithique supérieur, probablement vers la fin du Paléolithique supérieur, qu'apparaissent sans doute les premiers systèmes de comptage. Ça, c'est un objet préhistorique, un os de renne qui apparemment est un instrument qui sert à compter. Au néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, apparaissent, à proprement parler, des mnémotechniques qui vont conduire à l'écriture. L'écriture qui est avant tout un système de numération. Il me manque un transparent, c'est bien dommage. Le voici, je les ai mis dans le mauvais ordre. Ça, c'est le système de numération de l'Égypte, enfin de l'époque des hiéroglyphes égyptiens. Et ces techniques-là, depuis le néolithique, qui vont devenir des systèmes de comptage, des systèmes d'écriture, deviennent véritablement des techniques conçues pour garder la mémoire. La finalité de ces techniques, c'est véritablement de garder la mémoire. Donc les objets techniques taillés ne sont pas faits pour garder la mémoire, mais ils les gardent de fait. La preuve qu'ils gardent la mémoire de fait, c'est que, bien justement, les archéologues, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fouillent, comme on dit. Ils retrouvent des traces techniques de toutes sortes, et ces traces techniques, même si elles ne sont pas faites pour garder la mémoire, sont évidemment des supports de mémoire, puisqu'à partir d'elles, on reconstitue des modes de vie. C'est à travers ces traces techniques que les archéologues et les préhistoriens reconstituent le savoir des hommes les plus archaïques, à travers ce qu'on appelle la technologie expérimentale, que j'ai moi-même pratiquée d'ailleurs dans un laboratoire qui était le laboratoire de Leroy-Gourhan, à travers laquelle, grâce à des supports comme des silex taillés, des restes divers et variés, architecturaux, d'objets visuels, etc. On reconstitue des modes de vie comme ce que font là ces archéologues, et on arrive à reconstituer des caractéristiques organisationnelles des sociétés. Les objets techniques étant donc des supports de mémoire qui guident la reconstitution de l'usage, et finalement, au bout du compte, on réaccède à l'expérience des hommes qui possédaient ces objets. Parce que ces objets sont des supports de mémoire, même s'ils n'ont pas, comme les supports de mémoire proto-historiques, de l'Antiquité, d'après le néolithique, ou historique de l'Antiquité égyptienne et grecque, à partir de laquelle apparaissent les premiers historiens, ils n'ont pas, évidemment, ces objets, ils ne nous racontent pas comment vivaient les Grecs ou comment vivaient les Égyptiens. Alors que les écritures nous permettent, on va le voir tout à l'heure, de reconstituer les modes de vie, beaucoup plus précisément, évidemment, de ces sociétés qui, du coup, se trouvent beaucoup plus proches de nous. Les objets usuels de l'époque préhistorique sont des transmetteurs de mémoire, même lorsqu'ils n'ont pas été fabriqués dans ce but, donc, et par le seul fait qu'ils résultent du processus d'extériorisation du vivant dans de l'inorganique organisé, dans des organes techniques qui, parce qu'ils ne sont pas organiques, ne se détruisent pas. Tout ce qui est organique disparaît. Nous disparaîtrons. Quand nous serons morts, notre peau, notre cerveau et même notre squelette progressivement deviendra de la pierre, c'est-à-dire du fossile, à moins d'être totalement désagrégé. Les instruments, eux, se maintiennent. En tout cas, les instruments de silex taillés, les grottes préhistoriques et beaucoup d'autres choses, les poteries, etc. Les instruments de métal et les instruments mnémotechniques à proprement parler, comme les instruments d'écriture, qui sont conservés dans des pyramides, dans des endroits spécifiques, des sarcophages, pour être mis à l'abri de la destruction. Donc, je dis que l'homme est constitué par ce processus d'extériorisation et que c'est ce qui le distingue fondamentalement, disons les choses ainsi, pour aller vite, de l'animalité. À ce point de vue-là, à ce raisonnement-là, on pourrait faire des objections. On pourrait par exemple dire qu'il semble aujourd'hui attester que certains chimpanzés ont déjà des pratiques culturelles. Voici un chimpanzé de Côte d'Ivoire
qui est en train de casser des noix avec un outil très sommaire, mais qui lui sert vraiment à casser des noix. Je connais très bien Frédéric Joulian, qui est un spécialiste des bonobos et des chimpanzés d'Afrique, de Côte d'Ivoire et d'Afrique centrale. Il y a des cultures chez les singes, chez ces singes-là, bonobos et chimpanzés. Mais moi, cette remarque ne me gêne pas du tout. Ça signifie simplement pour moi que le processus de domination probablement commence avant ce que décrit le roi Gourand, et qu'il en a déjà des formes peut-être encore très archaïques, très potentielles et non pas vraiment actuelles, avec les chimpanzés et plus généralement avec ce qu'on appelle les grands singes. Si on me dit que le processus de dominisation commence 17 millions d'années plus tôt, lorsque les grands singes commencent à stocker des roches basaltiques, comme c'est attesté aujourd'hui par l'archéologie et la préhistoire, ça ne me dérange pas du tout. En fait, moi, la question qui m'intéresse, c'est pas de savoir exactement quand commence l'homme, mais quand commence cette transformation de la vie où la technique prend de plus en plus d'importance. C'est pour ça que les singes sont si estimables. Ils sont très très proches de nous, en effet. Et je serais presque tenté d'admettre qu'ils appartiennent, le chimpanzé en particulier, à l'histoire humaine. Que l'histoire humaine est prête à commencer avec l'homme. Le zinjanthrope était sans doute largement aussi différent et proche de nous à la fois que le chimpanzé. Même si lui, à la différence du chimpanzé, vraiment fabriquait des outils. Le chimpanzé ne fabrique pas des outils, il utilise des pierres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Même s'il, par exemple, utilise des branches d'arbres dont il enlève les mauvaises branches. Il travaille un petit peu quand même, ces instruments. Mais c'est très très sommaire. Moi-même, j'ai élevé une jolie guenon qui s'appelait Zoé. Et je me suis toujours demandé ce qui me séparait d'elle, et si quelque chose me séparait vraiment d'elle, beaucoup plus que de mes semblables. En vérité, il n'y a pas de critères véritablement scientifiques pour dire où et quand commence l'homme, sinon dans le constat que la vie s'extériorise et l'extériorisation commence peut-être bien avant. Le zinjanthrope, comme l'appelait André Leroi-Gourand, peut-être chez les grands singes. Chaque fois que nous disons « voilà où l'homme commence », c'est parce que nous avons en vue une certaine idée de là où il devrait finir. La manière dont nous définissons le début de l'homme, c'est la manière dont nous imaginons la fin de l'homme, là où il ne serait plus l'homme. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu une grande querelle entre les anthropologues européens et un anthropologue américain qui s'appelle Binford, qui disait que l'homme ne commence qu'il y a 40 000 ans, en gros à l'époque du Paléolithique supérieur. Et les Européens ont répondu, mais c'est parce qu'il est américain qu'il dit ça, et les hommes apparaissent en Amérique du Nord il y a 40 000 ans. Bon, laissons de côté ce sujet. Ce que je veux simplement dire, c'est que la représentation que nous faisons de l'origine de l'homme est toujours en creux l'idée que nous nous faisons de l'avenir de l'homme. Que l'avenir de l'homme soit dans l'innocence si maligne et maline du singe est une idée qui me plaît beaucoup, personnellement. Je trouve qu'il serait magnifique que nous soyons encore capables d'hériter de cette innocence. Cela étant, demandons-nous pourquoi nous hésitons moins à marcher sur une fourmi ou sur une mouche que sur une souris. Et pourquoi nous nous sentons moins proches d'une souris que d'un chat, moins proches d'un chat que d'un singe, et moins proches d'un singe que d'un enfant, car après tout ça, ce sont des êtres vivants. Je crois que ça vient du fait que je partage toujours plus de mémoire avec ces êtres. J'ai beaucoup plus de mémoire en commun avec un enfant, moins avec un singe, encore beaucoup moins avec un chat, et très peu avec une fourmi. Et c'est aussi pourquoi peut-être je suis plus attaché à ma famille qu'à un étranger. J'ai beaucoup plus de mémoire commune avec les gens de ma famille qu'avec ceux qui me sont étrangers. Et donc ça nous rend très proches. Notez ici que si les industries culturelles et les technologies numériques sont des industries de la mémoire, leur développement et leurs effets doivent avoir beaucoup de conséquences sur notre rapport à l'étranger, par exemple, et à nos proches. Et donc les enjeux des industries culturelles et de leurs évolutions récentes sous forme numérique sont absolument colossaux. C'est l'hominisation comme telle qui est en train d'évoluer à travers elles. Pourquoi ? Eh bien parce que la culture n'est rien d'autre que la capacité d'hériter collectivement de l'expérience de nos ancêtres.
C'est ce que raconte ce film que je vous recommande de regarder, d'Alain Resnais, qui s'appelle « Toute la mémoire du monde » et qui est un film sur la Bibliothèque nationale d'avant la grande la Bibliothèque nationale de France. Là, c'est un film sur la bibliothèque de la rue de Richelieu qui est absolument extraordinaire, où on voit à quel point Alain Resnais est obsédé par la question de la mémoire. On retrouve la question de la mémoire dans quasiment tous les films de Resnais, mais là on le trouve sur l'institution mnésique, si je puis dire, ou mémorielle qu'est la bibliothèque qu'on appelle aujourd'hui nationale, mais qui s'appelait d'abord la bibliothèque royale et qui fut fondée par François Ier. Tout ça a été compris depuis longtemps, le fait que la culture soit basée sur notre capacité d'hériter collectivement de l'expérience de nos ancêtres. Mais ce qui a été moins compris, c'est que la technique en tant que troisième mémoire vitale est la condition de cette transmission. Et que par conséquent, la technique n'est pas du tout l'opposé de la culture, c'en est la possibilité même. C'est pourquoi il est quand même très étrange de voir très souvent opposer à notre époque la technique et la culture. Alors c'est étrange, mais il y a des raisons à cela. Nous allons étudier ces raisons en détail, y compris parce que moi-même je défendrai dans ce cours l'idée qu'aujourd'hui la culture est très menacée par la technique contemporaine. Nous verrons qu'en fait la technique est un pharmacone, un poison et un remède, et que par conséquent elle peut toujours devenir le contraire de ce qu'elle peut être, à savoir la possibilité de développer ce que l'on appelle une culture. D'autre part, nous verrons que les moments dans lesquels la technique peut sembler s'opposer tout à coup à ce pourquoi elle est faite, si l'on en croit ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, à savoir constitue une accumulation d'expériences et de mémoires qui forment la culture, si cette opposition est possible, c'est parce que la technique, en se transformant, produit en permanence des phénomènes que l'historien Bertrand Gilles appelle des désajustements entre le système technique et les systèmes sociaux. Et en particulier à partir de la révolution industrielle, où l'évolution du système technique s'accélère de plus en plus, et où les sociétés, les systèmes sociaux, ont de plus en plus de difficultés à s'approprier ces évolutions techniques. Nous verrons aussi que la philosophie, à son origine, à l'époque de Platon, finalement, constituera une opposition entre la technique et le savoir qui rendra la philosophie, presque jusqu'au XXe siècle, absolument incapable de penser la technique. Le premier qui posera vraiment la question de la technique, pour la penser, c'est Karl Marx au XIXe siècle, mais il n'ira d'abord pas extrêmement loin dans cette pensée. Et deuxièmement, l'immensité de la philosophie restera, y compris jusqu'à aujourd'hui encore, dans une conception très archaïque, très insatisfaisante du rôle de la technique dans la formation des savoirs. Platon, pour des raisons qui sont liées au conflit entre les philosophes et les sophistes, aura tendance à poser qu'un savoir véritable n'est pas un savoir technique, et que le savoir technique est toujours un leurre, une sorte de poison. Moi, j'essaierai de vous montrer qu'au contraire, la technique est toujours la condition de possibilité de toute forme de savoir, à commencer par la philosophie, qui à son origine est aussi la science, puisqu'à l'époque de Platon, un philosophe c'est un mathématicien, c'est un physicien, c'est un scientifique. Alors, ceci ayant été dit, revenons à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que si l'outil en général est un support de mémoire sans être fait spécifiquement pour conserver la mémoire, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour attraper des animaux, pour se défendre, etc. En revanche, à partir du Paléolithique supérieur, de nouvelles techniques apparaissent qui ont proprement pour finalité de mémoriser l'expérience. Par exemple, ceci, qui est un shuringa et qui est un support mnémotechnique qui sert aux sorciers dans les sociétés chamaniques d'aide-mémoire en quelque sorte. Ça lui sert de guide pour raconter un mythe. C'est pour ça que André Leroi-Gourhan appelle ça un mythogramme. Les shuringas, ce sont des objets qu'on trouve dans les sociétés comme par exemple les sociétés aborigènes en Australie. L'émergence de ces mnémotechniques, qui s'étend sur plusieurs millénaires, constitue un événement considérable,
car elles permettent de transmettre non seulement des expériences liées à des comportements moteurs et à des comportements de survie, mais proprement des expériences émotionnelles, symboliques et mentales. Tout d'abord à travers des représentations visuelles, picturales, puis à partir du néolithique, à travers de véritables argumentations qui vont se constituer, qui vont former de véritables visions du monde, comme à travers cette fameuse écriture du Code d'Hammurabi, qui est ce qui décrit un véritable mode de vie qui remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, qui décrit des modes de vie religieux ou profanes, collectifs ou individuels. Cela commence avec les premiers systèmes de comptage, disais-je, avec les premières écritures idéogrammatiques, jusqu'à ce qu'apparaissent des écritures alphabétiques à proprement parler, c'est-à-dire les écritures que nous utilisons encore et qui nous donnent, par exemple, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Si j'emploie cette expression du christianisme pour désigner la Bible, à savoir l'Ancien Testament, c'est parce qu'il s'agit bien d'un testament, c'est-à-dire d'un témoignage. Et ces écrits alphabétiques, ici en hébreu, nous permettent d'accéder à la mémoire des Hébreux, mais aussi des Grecs anciens, comme dans cette écriture lapidaire, qui sont les pères du savoir rationnel et de la philosophie, et qui nous permettent d'accéder à ces savoirs, à la limite, comme si nous y étions. Je veux dire par là que lorsque nous lisons un dialogue de Platon, tel La République, qui est un dialogue entre Socrate et Glaucon, lorsque nous le lisons, ce dialogue, nous avons l'impression d'être en très forte familiarité avec les Grecs. Nous nous y voyons véritablement. Nous nous représentons Socrate, Glaucon et tous ceux avec qui ils vivent, et nous sommes absolument frappés par l'extraordinaire convergence entre nos préoccupations et celles de ces Grecs qui nous paraissent être extrêmement modernes et encore tout à fait actuelles. C'est pour ça que nous étudions toujours Platon à l'école d'ailleurs. Les questions dont il nous parle nous intéressent encore et nous concernent autant que les jeunes Athéniens auxquels s'adressait Socrate. Qu'est-ce qui rend possible une telle proximité à travers tant de siècles? 25 siècles nous en séparent. Si nous allons au sanctuaire de Delphes, et que nous savons lire un peu le grec ancien, parce que nous avons pu l'apprendre dans des livres, nous pouvons encore lire les stèles que les Athéniens ont dressées à la gloire de tel ou tel grand personnage ou de tel dieu, de la même façon exactement qu'un grec pouvait les lire il y a 2500 ans. Nous appartenons donc encore d'une certaine manière à cette société. Nous partageons encore avec ce grec le même système mnémotechnique que lui, à savoir l'écriture alphabétique, qui, évidemment, ça vous paraît peut-être, si vous ne pratiquez pas le grec, une écriture très différente de la nôtre, mais en réalité, c'est tout à fait la même que la nôtre. Alpha, A, bêta, B, gamma, C, delta, D, etc., etc. C'est le système d'écriture, encore, que nous pratiquons, que pratiquent aussi les Russes, à travers l'alphabet cyrillique, tout ça sont des transformations assez mineures de l'alphabet grec. Et c'est pour ça qu'il est très facile d'apprendre l'alphabet grec en réalité. Quelle est la spécificité de cette forme de l'écriture alphabétique que l'on trouve chez les Grecs, et à ce moment-là elle est dite vocalique, et que l'on trouve aussi chez les Hébreux, et dans ce cas-là elle est dite consonantique. Ce qui veut dire que les Hébreux ne conservent pas les voyelles. La spécificité de l'écriture alphabétique, et surtout lorsqu'elle est vocalique, c'est qu'elle synthétise la voix à travers l'analyse de 26 phonèmes qui correspondent aux 26 lettres de l'alphabet. On est capable de reconstituer synthétiquement, sous forme graphique et spatiale, les sons, les différences sonores entre les phonèmes de la voix. Et donc, même si on ne peut pas conserver la voix elle-même, l'intonation et la prosodie du locuteur, mais ça c'est ce que permettra la phonographie.
les significations, la syntaxe et la sémantique, elles, sont transmises de manière absolument intacte. On peut lire un dialogue de Platon aujourd'hui exactement dans les mêmes conditions qu'un contemporain de Platon avait pour le lire en l'absence de Platon. C'est exactement la même chose. Donc cette forme de l'écriture a une capacité de transmission d'un spectre extrêmement large de ce qui constitue l'objet langagier, même s'il ne garde pas l'intonation et la prosodie. Ça veut dire que depuis la Grèce ancienne et son alphabet, nous partageons et poursuivons l'expérience des mondes antiques, ce qui a permis la naissance de la science, par exemple les éléments d'Euclide, dont voici le plus ancien manuscrit que l'on connaisse, la science qui n'est rien d'autre que la poursuite d'un inlassable dialogue, d'un débat sans fin, avec les premiers Grecs qui se mirent à penser et à disputer entre eux, et chacun avec lui-même, par la médiation de l'écriture. Je dis chacun avec lui-même parce que lorsque quelqu'un écrit, par exemple Thalès, son propre raisonnement, ça lui permet, en écrivant son raisonnement, de discuter avec lui-même, d'interroger, de s'interroger lui-même. Et nous-mêmes, dès lors que nous maîtrisons l'écriture alphabétique, nous sommes capables de continuer à dialoguer avec Thalès, dialoguant avec lui-même, et avec Euclide, dialoguant avec lui-même. Lorsque Riemann, qui est un géomètre extrêmement important du XIXe siècle, remet en question la géométrie dite euclidienne pour fonder ce qu'on appelle l'axiomatique riemannienne de la géométrie, qui est fondée sur l'idée d'un espace essentiellement courbé, ce qui va avoir un rôle extrêmement important pour la pensée de l'astrophysique. Riemann ne peut créer cette nouvelle axiomatique que parce qu'il accède lui-même à la lettre aux éléments d'Euclide, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de lire dans l'intégralité de leur forme les théorèmes et les axiomes d'Euclide et de les critiquer comme s'il discutait directement avec Euclide. En critiquant les éléments d'Euclide, il continue à dialoguer avec Euclide qui n'est plus là, dans un débat qui dure depuis plus de 2 millénaires et qui se poursuit aux conditions initiales qui ont été ouvertes par la rigueur de l'axiomatique euclidienne, c'est-à-dire en réalité par Thalès, puisque Euclide, ça n'est que 4 siècles après la reprise rigoureuse des conséquences de ce que Thalès constitue pour la première fois, à notre connaissance en tout cas, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Rien de cela ne serait possible sans l'écriture alphabétique, qui permet d'une part une transmission rigoureusement exacte du raisonnement euclidien et des définitions auxquelles il aboutit, et d'autre part, et d'ailleurs en premier lieu, qui permet à Euclide lui-même, premièrement, à travers le fait qu'il écrit tout son raisonnement pas à pas, de reprendre son raisonnement exactement là où il l'avait interrompu la veille. Il était fatigué, il avait besoin d'aller dormir ou de manger. Il s'est interrompu, il a dormi, il a rêvé. Et le lendemain matin, quand il se remet au travail, il retrouve sa pensée exactement là où elle s'était arrêtée. S'il ne l'avait pas écrite, il aurait tout perdu. Là, il ne perd rien du chemin parcouru, un petit peu comme on le voit dans les éléments ici, qui avancent pas à pas. Ça lui permet d'autre part d'isoler dans la langue, qui devient la langue de la géométrie, c'est-à-dire une langue dont il définit tous les termes un par un, c'est ce qui se passe là, des termes donc qui vont former un système discret et qui vont permettre de construire un vocabulaire spécifique de la géométrie et qui va être manipulable en relation avec des figures. Ça, c'est ce que rend possible Thalès et que Euclide formalise, mais c'est ce que continue Riemann. Voilà un raisonnement de Riemann qui lui passe maintenant aussi par l'algèbre, qui est apparu entre-temps. Non seulement l'écriture alphabétique nous permet aujourd'hui encore d'accéder au raisonnement d'Euclide, et en quelque sorte, si je puis dire, de traverser le mur du temps, mais elle permet à Euclide lui-même, à son époque, et à Thalès avant Euclide, de surmonter les limites de sa propre mémoire, et d'autre part de construire son raisonnement en fixant rigoureusement les termes de son axiomatique pas à pas. C'est-à-dire qu'il n'avance jamais s'il apporte une nouvelle terminologie sans utiliser les termes antérieurs pour définir le nouveau terme et à partir de là produire, par exemple, soit un axiome, soit un théorème.
Autrement dit, le support technique de mémoire n'est pas ici un simple moyen de transmission du savoir, je parle de l'écriture alphabétique, il constitue la possibilité même de l'élaboration du savoir. Ce n'est donc pas la technique un opposé du savoir, c'est sa condition. C'est Jacques Derrida qui a porté pour la première fois au niveau philosophique la question de la trace technique du savoir et qu'il appelait lui alors dans ce livre le supplément, en exploitant les conditions de ce qu'il nomme en 1967 une grammatologie. Derrida s'inspirait en fait dans ce livre d'un autre ouvrage qu'il avait lu une dizaine d'années plus tôt, une quinzaine d'années plus tôt même, à savoir un ouvrage de Edmond Husserl qui s'appelle L'origine de la géométrie, dans lequel, dans cet ouvrage que je vous recommande de lire, même s'il est très très difficile à lire, mais il se lit rapidement puisqu'il ne fait que 40 pages, dans lequel Husserl montre pourquoi l'écriture est la condition de possibilité de tout raisonnement rationnel, apodictique, autrement dit, démonstratif. Il le dit de manière beaucoup plus précise que moi et de manière beaucoup plus convaincante, évidemment. Au-delà d'une réflexion sur l'écriture, il s'agit de la question beaucoup plus générale du statut de la technique dans le fait humain. En tout cas, c'est ce que j'essaie, moi, de montrer dans mon travail. Et c'est aussi le rôle du support comme technique qu'étudie ce que je nomme, et j'en parlerai un peu à la fin de ce cours, l'organologie générale. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.